Bienvenue dans des Deep Dive. On va plonger aujourd'hui dans un aspect assez méconnu de l'histoire de l'assassinat de JFK. Le séjour de Lee Harvey Oswald à Helsinki juste avant sa défection pour l'Union soviétique en 1959. Pourquoi est-ce important? Parce que chaque détail, même apparemment anodin, peut nous aider à comprendre les motivations de cet homme complexe. Et ce qui rend ce séjour fascinant, c'est le choix d'hôtel d'Oswald, qui contraste fortement avec la situation financière de l'époque. Un véritable paradoxe qui nous met sur la piste de potentiels secrets. On est d'accord. Alors pour nos auditeurs qui auraient besoin d'un petit rappel, on parle d'un ancien marine américain visiblement désillusionné par son pays. Ouais. Il débarque à Helsinki en octobre 1959 avec un but clair, faire défection vers l'Union soviétique. Absolument. Et si on s'arrête là, tout semble cohérent. Sauf que Oswald ne choisit pas n'importe quel hôtel pour sa première nuit à Helsinki. Il opte pour le Torni, l'hôtel le plus prestigieux de la ville à l'époque. C'est vrai, le Torni, ce n'est pas vraiment une auberge de jeunesse. Un lieu fréquenté par les élites avec une histoire riche et même des liens avec l'espionnage. Exactement. Imaginez, pendant la Seconde Guerre mondiale, le Torni aurait abrité des opérations d'espionnage. Probablement pour les deux camps. Et après la guerre, l'hôtel a été entièrement réquisitionné par les soviétiques pendant 3 ans. Attendez, vous me dites qu'Oswald, qui est censé être fauché, a dormi dans un ancien QG soviétique. Ça devient de plus en plus intriguant, on a du mal à croire au simple hasard. D'autant plus que le Torni était à cette époque le plus haut bâtiment d'Helsinki, offrant une vue panoramique sur la ville, y compris probablement sur le consulat soviétique. Stratégique, n'est-ce pas? Ah oui, là on se croirait dans un film d'espionnage. Mais pourquoi choisir cet hôtel en particulier? Était-ce un moyen pour Oswald d'envoyer un signal, de prendre contact avec quelqu'un? Ce sont des questions que l'on est en droit de se poser. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Après une nuit au Torni, Oswald déménage au Klauskoki, un autre hôtel haut de gamme à quelques pas de là. Pourquoi changer d'hôtel si rapidement? C'est vrai, ça aussi c'est étrange. Peut-être que le Klaus Kolki a fait quelque chose que le Torni n'avait pas. Un contact, un réseau, une discrétion particulière. Malheureusement, les archives des 2 hôtels pour cette période sont perdues. Impossible de savoir avec certitude qui Oswald a pu rencontrer ou ce qu'il a fait pendant ses 6 jours à Helsinki. Des archives perdues. C'est vraiment frustrant. Mais en même temps, ça ajoute une couche de mystère supplémentaire à toute cette histoire. C'est comme si on essayait délibérément d'effacer les traces d'Oswald. C'est une possibilité qu'on ne peut pas ignorer. En tout cas, sans ces archives, on est obligé de spéculer. Et les coïncidences troublantes ne manquent pas dans cette affaire, notamment avec un autre Américain, Robert Edward Webster, qui a également fait défection pour l'Union soviétique à la même époque. Vous avez parlé de coïncidence. Racontez-moi ça. Eh bien, figurez-vous que Webster a fait défection 2 semaines avant Oswald. Et retourné aux États-Unis 2 semaines avant lui aussi. Et ce n'est pas tout. Ils ont tous les deux tenté de faire défection un samedi. Un samedi. C'est bizarre. Pourquoi un samedi? Les ambassades sont fermées le week-end, non? Oui, justement. Et on leur a dit à tous les deux de revenir pendant la semaine. C'est comme s'il y avait une procédure particulière à suivre un rendez-vous programmé. Attendez, on dirait que vous êtes en train de me dire Oswald et Webster étaient peut-être manipulés par quelqu'un, qui ne faisait pas vraiment défection de leur plein gré. C'est une théorie qui mérite d'être explorée. Et il y a un autre élément qui pourrait étayer cette hypothèse. Marina Plusakova, la future femme d'Oswald, qu'il a rencontrée en Union soviétique. Ah oui, Marina. Elle est souvent au cœur des théories du complot, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'elle a à voir avec tout ça? Son carnet d'adresses datant de l'époque où Oswald était à Minsk contient une information qui donne froid dans le dos. On y trouve l'adresse d'un ami à Leningrad et cette adresse se trouve dans le même immeuble que Robert Webster. C'est incroyable. Marina aurait donc un lien avec Webster, même si elle prétend ne pas le connaître. Ça soulève d'énormes questions sur son rôle et ses éventuelles connexions avec les services secrets soviétiques. Absolument. Et cela nous amène à une question fondamentale. La défection d'Oswald était vraiment une décision personnelle motivée par la désillusion? Ou y avait-il un plan plus large orchestré par des puissances obscures, impliquant peut-être d'autres transfuges? On dirait qu'on a affaire à un véritable puzzle et qu'on vient juste de commencer à assembler les pièces. Exactement. Et pour aller plus loin, il faut examiner d'autres sources. Par exemple, un groupe de recherche britannique, Dealey Plaza UK, a mené sa propre enquête sur le séjour d'Oswald à Helsinki. Parfait. J'ai hâte de voir ce qu'ils ont découvert. On en parle tout de suite. Avec plaisir. Je suis sûre que leurs recherches vont nous apporter un éclairage précieux sur cette affaire. Reprenons notre exploration du séjour d'Oswald à Helsinki avec les découvertes de ce groupe britannique Dealey Plaza UK. Ils ont eux aussi examiné de près le choix des hôtels d'Oswald et ce qu'ils ont trouvé est pour le moins troublant. Ah, on parle encore du Torni et du Klauskoki. Je suis curieux d'entendre leur point de vue. Oui, tout à fait. Ils confirment ce que nous avons évoqué, le Torni n'était pas qu'un simple hôtel de luxe. Pendant la guerre, il a vraiment servi de base pour des opérations d'espionnage et pas seulement pour un seul camp.
Un vrai nid d'espions en plein Helsinki. Mais ce n'est pas tout, n'est-ce pas? Vous avez dit qu'ils avaient découvert autre chose. Exactement. Dili Plaza-UK a mis en lumière un détail crucial après la guerre. Le Torny a été entièrement réquisitionné par les autorités soviétiques. Imaginez, pendant 3 ans, cet hôtel était sous contrôle soviétique. C'est incroyable. On parle d'un lieu chargé d'histoire avec des connexions troubles et Oswald décide d'y séjourner. Mais pourquoi? Avait-il un rendez-vous secret? Voulait-il se faire remarquer? C'est difficile à dire avec certitude. Mais ce qui est sûr, c'est que ce choix d'hôtel n'a rien d'anodin. Et si on prend en compte le contexte de l'époque, la guerre froide battait son plein, les défections étaient rares et risquées. Oswald prenait un risque énorme en choisissant un lieu aussi visible. Oui, vous avez raison. On ne peut pas ignorer ce contexte. C'était une période de tension extrême, de suspicion d'espionnage à tous les niveaux. En choisissant le Torny, Oswald s'exposait forcément. Mais est-ce qu'il cherchait justement à attirer l'attention? C'est une possibilité. Ou peut-être qu'il se sentait en sécurité, pensant que personne ne le chercherait dans un hôtel aussi prestigieux. On ne peut que spéculer malheureusement. Et qu'en est-il du Klaus-Kurki, le deuxième hôtel? Pourquoi avoir changé d'hôtel après une seule nuit? Dili Plaza-UK n'a pas trouvé d'explication claire à ce changement. Mais il souligne un point important, le Klaus-Kurki lui aussi était un établissement haut de gamme, fréquenté par des diplomates et des hommes d'affaires. Donc Oswald reste dans le même genre d'environnement. Il ne cherche visiblement pas à se fondre dans la masse. Mais alors, qu'est-ce qui a motivé ce changement? Un rendez-vous manqué au Torny. Un besoin de plus de discrétion. Difficile de savoir. Et c'est là que la perte des archives des 2 hôtels devient vraiment frustrante. On est privé d'informations précieuses qui pourraient nous éclairer sur les activités d'Oswald pendant ses 6 jours à Helsinki. C'est vraiment dommage. On en revient à ce sentiment de mystère de manque de pièces du puzzle. On a l'impression que des éléments clés nous échappent. Exactement. Et c'est ce qui rend cette période du parcours d'Oswald si fascinante, mais aussi si frustrante. On est confronté à des zones d'ombre, à des questions sans réponse. Et les parallèles avec Robert Webster, l'autre transfuge, ajoutent encore à ce sentiment de mystère, n'est-ce pas? Vous disiez qu'ils avaient tous les deux tenté de faire défection en samedi. Oui, c'est une coïncidence troublante. Dili Plaza UK a étudié de près le cas de Webster. Et ils ont remarqué que, comme Oswald, il avait choisi un hôtel haut de gamme à Helsinki. Encore un hôtel de luxe, c'est vraiment bizarre. Est-ce qu'on sait pourquoi ils ont choisi de faire défection un samedi? Non, aucune explication n'a été trouvée. C'est comme si ce jour avait une signification particulière, un symbolisme qu'on ignore. Tout ça est vraiment étrange. On a l'impression qu'il y a une logique, un plan derrière tout ça, mais on ne parvient pas à la saisir. C'est comme si on était face à un code secret qu'on n'arrive pas à déchiffrer. Et n'oublions pas le lien entre Marina Balisa, la femme d'Oswald, et Robert Webster. Le fait qu'elle ait l'adresse de Webster dans son carnet d'adresses soulève d'énormes questions. Oui, c'est vrai. On ne peut pas ignorer ce détail. Est-ce que Dili Plaza UK a enquêté sur cette piste? Ont-ils trouvé des informations sur le lien entre Marina et Webster? Ils mentionnent ce lien dans leur rapport, mais ils n'ont pas pu le creuser davantage. Ils suggèrent cependant que Marina aurait pu jouer un rôle plus important qu'on ne le pense dans cette affaire. Un rôle d'agent double, de manipulatrice. On est en plein tueur d'espionnage. C'est vrai. Et on ne peut s'empêcher de penser que Marina détient peut-être des clés pour comprendre les motivations d'Oswald et les événements qui ont mené à l'assassinat de Kennedy. Il y a tellement de zones d'ombre de questions sans réponse. Mais heureusement, on a encore des sources à explorer. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans notre dossier? Il y a un document du FBI qui mentionne une rumeur assez étonnante. Apparemment, certaines personnes pensaient qu'Oswald avait une femme et 2 enfants vivants en Pennsylvanie, et que c'était Robert Webster qui était parti en Russie en 1959. Attendez, on est en train de parler d'une inversion d'identité. C'est comme si on mélangeait les rôles d'Oswald et de Webster. Ah. Mais pourquoi? C'est une question que le FBI n'a pas pu éclaircir. Mais cette rumeur, même si elle est invérifiable, montre bien à quel point l'histoire d'Oswald est entourée de confusion, de manipulation d'identité floue. On dirait qu'on s'enfonce de plus en plus dans un labyrinthe de mystères. Et chaque nouvelle information soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Exactement. Et c'est ce qui rend cette enquête si passionnante, mais aussi si déroutante. On est constamment confronté à des contradictions, à des incohérences, à des manipulations possibles. Et au milieu de tout ça, il y a Lee Harvey Oswald, cet homme énigmatique dont on peine à cerner les motivations réelles. Était-il un pion manipulé un agent double, un fanatique? C'est la question centrale, et malheureusement, on n'a pas de réponse définitive. Mais il y a encore une source qui pourrait nous éclairer sur la personnalité Oswald. Un enregistrement d'une interview radio qu'il a donnée à la Nouvelle-Orléans quelques mois avant l'assassinat de JFK. Une interview radio. Voilà qui est intéressant. Qu'est-ce qu'il y a raconté? Avait-il parlé de sa défection? De ses motivations? Oui, il a abordé des sujets sensibles. Il a même révélé des détails sur son passé, mais il a aussi soigneusement évité certains points.
On dirait qu'il y a encore beaucoup à découvrir. J'ai hâte d'entendre cette interview et d'analyser ses paroles. C'est pour la prochaine partie. Oui, on va décortiquer cette interview ensemble et voir ce qu'elle peut nous apprendre sur la personnalité complexe de Lee Harvey Oswald, avant de plonger dans cette interview radio d'Oswald. Il est important de rappeler le contexte. Nous sommes en août 1963 à la Nouvelle-Orléans, une ville bouillonnante marquée par les tensions raciales et politiques. Oui, une période vraiment tumultueuse aux États-Unis. Et Oswald, qui est de retour au pays depuis un peu plus d'1 an, est déjà très actif dans les milieux pro-castristes. Exactement. Il a même créé une section locale du Comité pour un jeu équitable pour Cuba, une organisation qui défend la révolution cubaine et critique la politique américaine envers l'île. D'accord, donc on a un contexte politique chargé, un personnage controversé. Et cette interview radio qui s'annonce explosive. J'ai hâte d'entendre ce qu'Oswald avait à dire. Alors, cette interview a été diffusée le 17 août 1963 sur WDSU Radio. Le journaliste William Cox Takey a interrogé Oswald sur ses opinions politiques, son rôle au sein de ce comité pro-cubain et même sur son passé. Et comment Oswald se présente-t-il dans cette interview? Est-il provocateur, discret, mystérieux? Il se montre plutôt calme articulé, défendant avec conviction ses positions pro-castristes. Il affirme que Castro est un leader indépendant, que la révolution cubaine est légitime et que les États-Unis ont tort de s'ingérer dans les affaires de l'île. C'est intéressant. On voit qu'il est engagé politiquement, qu'il a des opinions bien arrêtées. Mais est-ce qu'il parle de son passé, de sa défection vers l'Union soviétique? C'est là que ça devient vraiment intriguant. Oswald évoque son parcours scolaire, son service dans les marines, mais il omet complètement de mentionner sa défection et son mariage avec Marina. Alors il ment délibérément sur son passé. Mais pourquoi? Avait-il honte? Peur des représailles? Ou cherchait-il à dissimuler quelque chose de plus profond? Difficile de savoir avec certitude. Mais ce silence est troublant, surtout si on le met en perspective avec les autres éléments que nous avons analysés. Le choix des hôtels à Helsinki, les liens avec Robert Webster, le carnet d'adresses de Marina. Oui, c'est vrai. Tous ces éléments s'assemblent pour former un puzzle complexe. Et l'interview radio ajoute une pièce manquante mais cruciale. On a l'impression qu'Oswald joue un jeu qu'il cache une partie de lui-même. Exactement. Et cette interview nous montre qu'il est capable de manipuler, de dissimuler, de se présenter sous un jour différent de la réalité. Un élément important à prendre en compte quand on essaie de comprendre ses motivations. On a donc exploré de nombreuses pistes, analysé des sources variées. Et pourtant, le mystère reste entier. Qui était vraiment Lee Harvey Oswald? Un simple pion manipulé, un agent double, un fanatique. C'est la question qui hante tous ceux qui s'intéressent à l'assassinat de JFK. Et malgré les décennies d'enquêtes, de recherche et de théories, la vérité reste insaisissable. Alors que faut-il retenir de cette plongée dans le passé d'Oswald? Quelles leçons pouvons-nous tirer de cette histoire complexe et troublante? Je pense qu'il faut retenir l'importance de l'analyse critique du recoupement des sources, de la mise en perspective des informations. L'histoire d'Oswald est un rappel que la vérité est souvent cachée, fragmentée, manipulée, et qu'il faut redoubler d'efforts pour la démêler. Oui, c'est une leçon précieuse, applicable à bien d'autres événements historiques, et même à notre quotidien. Il faut toujours se méfier des apparences, chercher les informations cachées, et ne jamais cesser de questionner. Et surtout, il faut garder à l'esprit que chaque détail compte. Un choix d'hôtel, une coïncidence de dette, un silence dans une interview, tous ces éléments peuvent nous éclairer sur la personnalité d'un individu et nous aider à comprendre ses actions. Merci pour cette analyse passionnante. J'espère que nos auditeurs ont apprécié cette plongée dans le passé d'Oswald et qu'ils sont maintenant mieux armés pour se forger leur propre opinion sur cette affaire complexe. Et n'oubliez jamais, l'histoire est un puzzle sans fin et chaque nouvelle pièce découverte nous rapproche un peu plus de la vérité.